Nous allons montrer maintenant le théorème suivant concernant la courbure de Gauss. Donc, ce théorème dit que la courbure de Gauss est entièrement déterminée par la première forme fondamentale. Ceci veut dire que si on a deux surfaces qui ont même première forme fondamentale, alors ces deux surfaces ont même courbure de Gauss. Et plus précisément, la courbe de Gauss K, elle peut être calculée à l'aide des coefficients grand E, grand F, grand G, mais aussi de leurs dérivées partielles, première et seconde. On va supposer, je vais ajouter la condition que sigma est de classe C3 parce que nous allons utiliser les dérivées partielles de sigma jusqu'à l'ordre 3. Comment faire? La preuve de ce résultat est très très simple, mais très technique en même temps. Donc, comment faire? Nous allons utiliser le fait que, par exemple, sigma UU, sa dérivée par rapport à V, c'est la même chose que la dérivée par rapport à U de sigma UV. Donc, l'ordre de dérivation n'est pas important du moment où au sigma où la paramétrisation est de classe C3. Et en fait, on peut utiliser les autres dérivées partielles mixtes. On va commencer par ceci, par cette relation. Utilisons que sigma UU, c'est égal à, donc je l'ai écrit ici, c'est gamma 1, 1, 1, sigma U plus gamma 2, 1, 1, sigma V plus E suivant N, que sigma UV égale gamma 1, 1, 2 suivant sigma U plus gamma 2, 1, 2 suivant sigma V plus F suivant N. Dérivons le premier par rapport à V. Donc, on a des sommes et des produits, c'est les règles de dérivation usuelles. C'est donc dérivée de gamma 1, 1, 1 par rapport à V suivant sigma U. Je vais exprimer d'abord les dérivées des coefficients, plus la dérivée de gamma 2, 1, 1 par rapport à V suivant sigma V, plus dérivée de E par rapport à V suivant N, plus gamma 1, 1, 1 dérivée de sigma U par rapport à V, qui est sigma UV, plus gamma 2, 1, 1 sigma VV, plus E dérivée de N par rapport à V. On va garder ces premiers termes qui sont suivants notre base, sigma U, sigma V et N. On exprime sigma UV par sa valeur, c'est ça. On remplace sigma UV par sa valeur. Sigma VV aussi, qui est, bon, je ne l'ai pas écrit, mais c'est la même chose, c'est similaire. C'est gamma 1, 2, 2 suivant sigma U, plus gamma 2, 2, 2 suivant sigma V, plus G suivant N. Et je rappelle que l'indice 2, 2, c'est parce que ça concerne VV, qui est le deuxième indice, V est le deuxième. Plus dérivée de n par rapport à v, nu et nv, on les a déjà calculés, donc c'était dans la proposition, voilà, dans celle-ci, dans 1,5,2. Les dérivées partielles de n par rapport à u et par rapport à v sont uniquement suivant sigma u et sigma v, pas de composante suivant n, et les coefficients, c'est ça, et sont donnés par ces expressions. Ces coefficients sont calculés en termes de petit e, petit f, petit g et grand E, grand F, grand G. On va se servir de ces relations un peu plus loin. Voilà, donc ça c'est le premier calcul, c'est la dérivée de sigma UU par rapport à V. Deuxième calcul, deuxième façon possible, c'est dériver sigma UV par rapport à U. Donc c'est pareil, c'est la dérivée de ce terme par rapport à U suivant sigma U, plus dérivée de gamma 2, 1, 2 par rapport à U suivant sigma V, plus dérivée de F par rapport à U suivant N, plus gamma 1, 1, 2 sigma UU, plus gamma 2, 1, 2 sigma VU, plus F par NU. Et donc, on va remplacer sigma UU par sa valeur, sigma VU par sa valeur, NU par sa valeur. On obtient ces quantités-là. Donc, NU et NV sont exprimées en fonction des AIJ. On met l'égalité, on va dire que ces quantités sont égales, donc les coefficients sont égaux. Donc le coefficient de sigma U ici, il est égal au coefficient de sigma U, coefficient de sigma V égale coefficient de sigma V, coefficient de N égale coefficient de N, simplement parce que sigma U, sigma V et N constituent une base en chaque point de la surface. Quel est le coefficient de sigma U? On va faire par exemple le premier coefficient de sigma U. Quel est le coefficient de sigma U dans ce terme? On a dérivé par rapport à V de gamma 1, 1, 1, c'est ici. On a gamma 1, 1
gamma 1, 1, 1 fois gamma 1, 1, 2, c'est ici. On a gamma 2, 1, 1 fois gamma 1, 2, 2, il est là, plus E fois A1, 2. Donc, voilà, on l'a copié. Et de l'autre côté, nous avons dérivée par rapport à U de gamma 1, 1, 2, c'est ici, plus gamma 1, 1, 2, gamma 1, 1, 1, voilà, il est là, plus gamma 2, 1, 2, gamma 1, 1, 2, on l'a, plus F par A1, 1. Et de la même façon, on a les autres relations. On peut utiliser n'importe laquelle de ces relations. On va utiliser par exemple celle du milieu. Celle du milieu, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit que A22 E moins A21 F, on va mettre ces deux termes à gauche, et puis tout ce qui contient les symboles de Christoffel à droite. Donc on ramène toutes ces quantités de l'autre côté. Donc on garde dérivée par rapport à U, on garde gamma 1, 1, 2, gamma 2, 1, 1. Ce terme, il est toujours là. Ce terme, on l'a déjà mis à gauche. Et puis, on met à droite moins dérivé par rapport à V de gamma 2, 1, 1, moins gamma 1, 1, 1, gamma 2, 1, 2, 1, 2, moins ce terme. Bon, ce qui nous intéresse, c'est que tout ce qui est à droite dépend des symboles de Christoffel et de leur dérivée partielle. Or, dans la proposition d'avant, on a montré que les symboles de Christoffel dépendent de grand E, grand F, grand G et de leur dérivée partielle. Donc, ces quantités dépendent de la première forme fondamentale seulement. Reste à calculer ce terme, A22E moins A21F. C'est quoi A22E moins A21F? Il suffit de se rappeler c'était quoi A22 et c'était quoi A21. Donc, A22, c'était, voilà, petit f, grand F, moins petit g, grand E, divisé par déterminant de la première forme fondamentale. Et A21, c'est E grand F moins F grand E sur la même quantité. Donc, calculons ce qui intervient dans notre expression. Voilà, je vais réécrire A22, A21 pour vérifier ce calcul. Donc, A22, c'est A22, c'est, bon, on divise toujours par la même chose, par EG moins F2. Petit f, grand F, moins petit g, grand E. Et A2, 1, c'est E, grand F, moins F, petit f, grand E, divisé par la même chose. Donc, si on veut calculer A22 par petit e, moins A21 par petit f, ce sera même dénominateur, c'est celui-là. F grand F par E, moins G grand E par petit e, donc c'est ça, moins, ça c'est multiplié par petit f, E grand F petit f, plus, donc on a moins 2 fois, donc ça donne plus, F grand E fois petit f, donc F2 par grand E. Ce terme, il se simplifie avec celui-là, donc il reste, donc ce terme, il s'en va avec celui-là. Il reste F2 grand E moins G grand E petit e. Si on prend moins E en facteur, moins grand E en facteur, il reste G petit e moins F2. Or, G petit e, EG moins F2, c'est le déterminant de 2. Donc ça, c'est le déterminant de 2 divisé par le déterminant de 1, c'est grand K. Donc, cette quantité, c'est moins E grand K. Donc, K, donc ça, si je le remplace par grand E par grand K, par la courbure de Gauss, donc la courbure de Gauss, c'est moins 1 sur E par tout ça. Moins 1 sur E par tout ça, toute cette quantité dépend de la première forme fondamentale et de ses dérivées partielles première et seconde, parce que les gamma ij dépendent déjà de la première forme fondamentale et de ses dérivées partielles, des quantités grand E, grand F, grand G. Voilà, on a donc notre relation. On a en fait utilisé une seule de ces relations, de ces trois relations. Si on aurait pu utiliser par exemple sigma VV, la dérivée par rapport à U, et comparer avec les autres possibilités, les autres dérivées mixtes. Et en fait, on peut faire ceci et on obtient des formules très intéressantes.
on obtient ce qu'on appelle les équations de Gauss. Les équations de Gauss sont données par ces relations et si vous voulez, si on utilise n'importe laquelle de ces équations, on va tirer le même résultat comme avant. Ces équations jouent un rôle très important quand on est dans une surface de R3 ou même une hypersurface, ce qu'on appelle une hypersurface, quelque chose de dimension n-1 dans Rn ou dans quelque chose de plus général. Vous allez voir ces résultats en master. Et puis, nous pouvons tirer aussi, ces formules, on ne va pas les retenir, on va les utiliser juste dans des contextes particuliers. Donc, pour l'instant, c'est un peu difficile à retenir avec cette présentation. Dans le cas plus général, dans le cas général, il y aura des formules plus compactes. Donc, c'est juste à connaître. Et on peut tirer aussi les équations intéressantes en utilisant les coefficients de n, hein, les termes suivants n. On a les équations suivantes très intéressantes qu'on appelle aussi équations de Codazzi-Menardi, Menardi-Codazzi. Et aussi, elles ont un rôle très important dans l'étude des surfaces. Je termine le paragraphe par la définition suivante et le théorème remarquable de Gauss. Donc, on va dire que on va donner la définition de deux surfaces isométriques et deux surfaces localement isométriques, puis pour pouvoir énoncer le théorème Egregium de Gauss. Donc, on se donne deux surfaces paramétrées, deux nappes paramétrées sigma 1 et sigma 2, définies sur le même ouvert U à valeur dans R3, et on note grand sigma 1 l'image de petit sigma 1 et grand sigma 2 la surface géométrique associée à sigma 2. On va dire que ces deux surfaces sont isométriques si elles ont même première forme fondamentale. Dans quel sens? Dans le sens suivant, si je considère P1 un point de la première surface qui est l'image de UV, P2 c'est l'image de UV mais par sigma 2, alors on demande que la première forme fondamentale de sigma 1 au point P1 soit la première forme fondamentale de sigma 2 au point P2. Et on va dire que les surfaces sigma 1 et sigma 2 sont localement isométriques si pour tout P1 appartenant à sigma 1 et pour tout P2 appartenant à sigma 2, on peut trouver une paramétrisation de sigma 1 et une paramétrisation de sigma 2 qui ont même première forme fondamentale. Donc, si on peut trouver une paramétrisation de la première surface et une paramétrisation de la deuxième surface qui ont même première forme fondamentale. Alors, l'énoncé du théorème de Gauss, remarquable de Gauss, tout ce qu'on a fait, c'était pour préparer ce théorème, deux surfaces de classe C3 qui sont localement isométriques en même courbure de Gauss en tout point. Donc, c'est une formulation un peu légèrement différente de ce que nous avons montré avant. Donc, que K s'exprime en termes de la première forme fondamentale simplement. Donc, si on a deux surfaces qui sont localement isométriques, alors elles ont même courbure de Gauss. Donc, on peut utiliser la contraposée de ce résultat et dire que si deux surfaces ont deux courbures de Gauss différentes, alors on peut affirmer que ces deux surfaces ne sont pas localement isométriques.